Au beau milieu du XVIIe siècle, Blaise Pascal, qui deviendra le grand philosophe que l'on connaît, se retrouve à l'occasion d'un voyage en carrosse en compagnie d'un ami de sa famille, Antoine Gombaut, qui se fait appeler le plus simplement du monde, chevalier de Méré. Le chevalier en question, apprenant que son compagnon de voyage se passionne pour les mathématiques, l'informe qu'il s'intéresse depuis peu à un vieux problème d'économie n'ayant pas trouvé solution, c'est le problème des parties, une histoire de partage équitable des gains dans des contrats cessés avant terme. S'ensuit un échange épistolaire entre ces deux hommes du monde, échange qui forcera Pascal à éclaircir au maximum sa pensée, ce qui n'était pas, au départ, sa qualité première. Avant de chercher à résoudre le problème des parties, les deux hommes débattirent assez longuement de ce que pourrait être une méthodologie correcte pour le calcul des chances. Et c'est en décortiquant les raisonnements bancals du chevalier de Méré que Pascal mit au point un cadre de pensée qui perdure jusqu'à nos jours, c'est le modèle de l'urne. D'ailleurs, Pascal disait établir une géométrie du hasard préfigurant ce qui deviendra le cadre théorique moderne de la théorie des probabilités au XXe siècle. Regardons comment le chevalier de Méré présentait lui-même son plus célèbre raisonnement, connu actuellement sous le nom de paradoxe du chevalier de Méré. J'ai remarqué que quand je pariais sur l'apparition d'un 6 sur 4 lancés, mes chances étaient favorables. Et en effet, vous pouvez le vérifier expérimentalement. Vous prenez 4 dés, vous les lancez un grand nombre de fois. Sur ce grand nombre de lancers, vous regardez combien ont eu un résultat favorable, c'est-à-dire combien de lancers ont eu au moins un 6 parmi les 4 dés, et vous devriez constater que cela arrive dans un peu plus de la moitié des cas. Nonobstant, il approfondit ainsi son discours. Étant entendu que 6 x 4, 24 et 6 x 6, 36, je dois m'attendre à un pari favorable si je mise sur la sortie d'au moins un double 6 sur 24 lancés de 2 dés, car, affirme-t-il, 24 sur 36 est égal à 4 sur 6, mes chances sont donc les mêmes que lors de la première expérience. Sauf que là, si vous vérifiez expérimentalement, vous constaterez que vous perdrez dans un peu plus de la moitié des cas. C'est pour clarifier cette situation que Pascal va mettre au point le modèle de l'urne. Dans ce cadre, les deux expériences aléatoires seront vues comme un tirage dans une urne contenant autant de boules qu'il y a d'éventualités pour chacune de ces expériences aléatoires. Car selon Pascal, le seul moyen de comprendre la différence entre ces deux situations est de les placer dans un cadre plus général dont chacune d'elles est un cas particulier. Et il ne vous aura pas échappé que l'on peut difficilement imaginer expérience aléatoire plus simple qu'un tirage d'une boule dans une urne. Dans ce cadre, le calcul d'une probabilité se résume simplement à l'application de cette formule. C'est la formule des probabilités élémentaires. Elle dit simplement que la probabilité d'un événement, c'est le rapport entre le nombre d'éventualités favorables à l'événement et le nombre d'éventualités de l'univers, c'est-à-dire le nombre d'éventualités qu'il y a dans notre expérience aléatoire. En l'espèce, dans le cas du lancer de 4 dés, Pascal dénombre 6 puissance 4, c'est-à-dire 1296 éventualités, parmi lesquelles 5 puissance 4, c'est-à-dire 625, un tout petit peu plus de la moitié, sont favorables, c'est-à-dire pour lesquelles il y a au moins un 6 parmi les 4 dés. En revanche, il dénombre 35 puissance 24 éventualités défavorables sur 36 puissance 24 éventualités au total dans le cas de 24 lancers de 2 dés, soit un petit peu plus de la moitié, ce qui a pour conséquence que le pari est défavorable. Curieusement, le chevalier de Méré n'acceptera jamais le raisonnement de Pascal. Tout érudit qu'il fût, il défendait ferme son raisonnement faux et préférait penser que c'était l'arithmétique qui se trompait. Espérons que vous ne suivrez pas son exemple. Cet entêtement eut quand même pour Pascal deux conséquences heureuses. La première, c'est que cela a amorcé chez Pascal une réflexion sur la nature de la pensée mathématique, qu'il décrivait comme la capacité à raisonner de façon correcte à partir d'un système de règles. Et la seconde, c'est le choix de changer d'interlocuteur pour résoudre le problème des parties. Ce nouvel interlocuteur, c'était un autre ami de la famille Pascal, un certain Pierre de Fermat, qui était déjà à l'époque un très célèbre mathématicien amateur. Voici comment Pascal présenta la situation à Fermat. Deux parieurs mettent chacun en jeu 32 pistoles et se mettent d'accord pour que le premier à atteindre un certain nombre de victoires récupère tout l'enjeu, c'est-à-dire 64 pistoles. À chaque tour, chaque joueur a les mêmes chances de gagner et malheureusement, la partie est interrompue avant qu'aucun des deux ne puisse atteindre le nombre convenu de victoires. Disons qu'il manque au premier joueur 3 victoires et qu'il en manque 2 au second. La question que l'on se pose, c'est comment répartir équitablement les 64 pistoles entre les deux joueurs.
Autrement dit, de déterminer au moment où le jeu s'arrête combien chaque joueur est en droit d'espérer gagner en moyenne. Cette valeur espérée, que nous appelons actuellement l'espérance de la variable aléatoire représentant le gain du joueur, est précisément ce que nous cherchons à calculer. Pascal, plutôt que d'envoyer sa solution à Fermat, propose qu'ils réfléchissent chacun de leur côté, puis s'échangent leurs solutions afin de pouvoir les comparer. Car se dit-il, la solution sera d'autant plus fiable qu'ils auront trouvé la même. Et au miracle, par des moyens totalement différents, ils trouvèrent la même solution, ce qui fit dire à Pascal « la vérité est la même à Toulouse et à Paris ». La solution trouvée par les deux hommes est qu'il faut partager les 64 pistoles en... Mais attendez, pourquoi vous donnerais-je la solution après tout? Pascal a bien raison. Une solution s'apprécie d'autant mieux qu'on a pris la peine d'y réfléchir auparavant. La théorie des probabilités permet d'ailleurs de démontrer que cette façon de regarder une vidéo est le meilleur moyen d'apprendre. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Ce résultat aurait sûrement rendu très heureux Pascal, lui qui espérait que la théorie des probabilités devienne une théorie générale de la connaissance, théorie qui permettrait de prendre des décisions équitables et justes, afin de s'approcher encore et encore au plus près de la vérité.